Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de Beaufort Télévision. Monsieur Dama, bonsoir. Cela dit, l'amélioration des conditions sanitaires des Nigériens est un service de qualité. C'est la vision de l'hôpital général de référence de Niamey. Ce matin, 3 projets innovants de l'hôpital ont été présentés au cours d'une cérémonie qui a drainé les agents de santé et plusieurs invités. Détail avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. Dans le souci de l'amélioration des conditions sanitaires de la population nigérienne, le gouvernement a décidé d'accompagner l'hôpital général de référence de Niamey à travers 3 projets innovants qui visent des prestations de qualité et surtout de faire de l'hôpital général de référence un centre exemplaire au Niger, en particulier en général de la sous-région. Le premier projet, c'est l'acquisition de moniteurs. Ces moniteurs ont été créés par une start-up nigérienne, 100% nigérienne. Le deuxième projet concerne l'accompagnement de la chirurgie cardiaque. Et cet accompagnement s'inscrit dans l'acquisition de matériel. Le dernier projet concerne l'unité neurovasculaire pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Nous avons aussi un accompagnement de l'État par l'achat de matériel et la formation. Nous osons espérer que la concrétisation de ces 3 projets vont aboutir à l'amélioration de l'état de santé des Nigériens. D'éminents experts nigériens ont apporté des éclaircissements sur le rôle, l'utilité et l'importance des 3 projets innovants au sein de l'hôpital général de référence. Le ministre en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales a salué l'engagement et la détermination des jeunes experts nigériens dont leur leitmotiv est agir vite pour une santé de fer et des services de qualité. Moi, je faisais partie des gens qui ne pensent pas qu'on pouvait avoir, en tout cas, des connaissances, des apprenants, des gens qui sont en train de monter des projets, des gens qui sont en train de mettre en œuvre des choses dont on a besoin. Je pense que tout celui qui est disposé à accompagner l'hôpital général de référence, c'est accompagner le gouvernement. Il faut l'accueillir. L'essentiel, c'est qu'au finish, qu'on puisse être et capitaliser tout ce qu'on est en train de faire et qu'on puisse être à moyen ou long terme capable nous-mêmes de faire avec nos médecins spécialistes. Pour rappel, l'hôpital général de référence Niamey est un établissement public à caractère administratif, fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et le Niger, en vue de garantir des prestations de qualité. Une visite guidée des sites pour la réalisation des 3 projets en cours a sanctionné la cérémonie. Trouver des pistes, des solutions pour répondre aux attentes des populations en termes de l'habitat et du patrimoine dans ce contexte actuel difficile. C'est l'exercice des travaux de la semaine de l'habitat et du patrimoine. Et c'est le ministre en charge de l'urbanisme et du logement qui a procédé au top départ au palais de congrès de Niamey en présence de plusieurs invités de marque. Compte rendu, Aïchat Mamadou et Omar Boukari. La deuxième édition de la Semaine de l'habitat et du patrimoine plante le décor sur la thématique de la planification urbaine et l'habitat durable. Il s'agit pour l'Association nigérienne de construction sans bois, des autres professionnels, des architectes, des ingénieurs de génie civil, des urbanistes, des géomètres experts et autres cadres du domaine d'échanger. Les villes du Niger connaissent une croissance importante et les tendances actuelles laissent croire que près de 50% de la population sera urbaine d'ici l'horizon 2030. Face à ces défis de la croissance accélérée de nos villes et au changement climatique, nos pays ont besoin de nouvelles formes de gouvernance urbaine et de citoyenneté adaptées à la maîtrise du phénomène d'urbanisation afin de créer des environnements urbains sains, sécurisés, inclusifs et durables.
Face à une croissance accélérée des villes et de démographie, le plan politique de l'urbanisme doit s'adapter aux besoins. Les autorités locales tiennent à l'y conformer. Nous devons faire recours à l'utilisation des outils d'urbanisme, plan d'urbanisme, schéma d'aménagement et développement urbain, plan d'occupation de sol, plan de mobilité urbaine, règlement d'urbanisme et autres moyens d'intervention. En effet, le développement durable est un concept qui désigne l'utilisation du capital économique, social et naturel de manière à répondre aux besoins du présent, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Les actions menées en cours et celles en perspective pour assurer un développement des centres urbains ont été énumérées par le ministre de l'Urbanisme et du Logement lors de l'ouverture des travaux de la semaine. En matière d'habitat et de logement, la relecture des textes de création du Fonds national de l'habitat en vue de leur révision au fin de la mise en place d'un véritable outil de financement de ce sous-secteur. En matière de patrimoine, je me permettrai de faire noter que nous avons retenu de ne ménager dorénavant aucun effort pour la sauvegarde et la restauration de tous les vestiges architecturaux déjà identifiés, classés ou non, ainsi que de tous ceux qui le seront dans le cadre d'une opération d'investigation que mon département ministériel se propose de mener en relation avec les autres concernés. Des réflexions seront poussées tout au long des 3 jours que vont durer les travaux de cette semaine de l'habitat et du patrimoine, afin d'aboutir à des résultats visant à améliorer les conditions des populations en termes d'habitat et du patrimoine. Le syndicat national du personnel de l'information statistique SYNPI a tenu ce matin au siège du Sénat les assises de son 6e congrès ordinaire placé sous le thème « Faire évoluer le cadre législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité du système statistique national ». Quel rôle pour le SYNPI? Précision avec Sidiko Aruna et Sraj Mama. C'est avec un quorum largement atteint que le 6e congrès ordinaire du SYNPIS a ouvert ses travaux à la salle de réunion du Sénat. Le thème choisi, faire évoluer le cadre législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité du système statistique national. Quel rôle pour le SYNPIS? Pour le secrétaire général du SYNPIS sortant, c'est un thème qui tombe à point nommé. Le thème retenu pour ce 6e congrès du SYNPIS, à savoir faire évoluer le cadre législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité du système statistique national. Quel rôle pour le SYNPIS? Permettra de créer un cadre d'échange par rapport à la nouvelle loi statistique qui a été transmise au gouvernement pour adoption depuis 2017. La présentation qui sera faite contribuera sans doute à édifier les participants sur le processus d'élaboration de cette loi et de ses décrets d'application. Elle contribuera aussi à définir les actions à mener par le SYNPIS pour que cette loi puisse être adoptée dans un bref délai afin de redynamiser notre système statistique national qui a connu ces derniers temps un recul avec la suppression de certaines directions des statistiques sectorielles. Invité d'honneur à ce 6e congrès, le secrétaire général du CDTN a salué, lui, le choix voulu et éclairé du SYNPIS a toujours sacrifié au respect des textes fondamentaux. De saluer la tenue de cette instance ordinaire qui témoigne de l'engagement des responsables du SYNPIS à se conformer et à appliquer rigoureusement les textes fondamentaux qui régissent votre organisation syndicale. Cela démontre, si besoin en est, le sérieux qui caractérise les affiliés de la CDTN de manière générale. C'est pourquoi il ne sera pas également de trop de rappeler que le SYNPIS est l'un des affiliés de la CDTN dont les militantes et les militants ont toujours respecté leur engagement. En ouvrant les travaux du 6e congrès ordinaire, la directrice générale de l'Institut national des statistiques a salué à son tour le choix du thème avant d'exhorter les membres du SYNPIS à approfondir la réflexion pour une redynamisation accrue de leur activité commune. Notre profession doit s'adapter au contexte national et international
qui augmente la demande de statistiques fiables pour la prise de décision, définit de nouveaux standards de qualité pendant que le monopole de la production des données détenu par l'Institut national de la statistique s'effrite face à une concurrence du secteur privé et des instituts de recherche, ainsi que d'autres organisations. La seule option pour les statisticiens du secteur public est de se réinventer. Se réinventer dans la gestion des ressources humaines en offrant un cadre attractif, motivant qui est orienté sur la performance et le mérite, se réinventer dans les méthodes de collecte pour produire des données de haute qualité avec des budgets réduits et des délais très courts, se réinventer dans l'analyse, l'archivage et la diffusion des données à travers des produits accessibles pour tous et des bases de données en ligne. Au cours de ces assises, les congressistes auront aussi à se pencher sur le bilan moral de l'équipe sortante, mais aussi et surtout à procéder à la mise en place de nouveaux bureaux. Construction de l'État en Afrique entre coup d'État et démocratie, c'est le thème de la 3e édition des journées scientifiques des droits constitutionnels organisées par l'Association nigérienne des droits constitutionnels ANDC. Cette rencontre durera 3 jours et a enregistré la participation de plusieurs universitaires nigériens et de l'international. Le récit est signé Youssouf Aïdara et Rabi Labou. Construction de l'État en Afrique entre démocratie et coup d'État, c'est la réflexion à laquelle l'Association nigérienne de droit constitutionnel ANDC, en partenariat avec la Fondation Hans Seidel, invite les chercheurs universitaires de renom international à travers la 3e édition des journées scientifiques de droit constitutionnel. Une assise qui est devenue une tradition pour l'ANDC chaque année après la rentrée universitaire, selon le président de l'association. Le présent colloque constitue l'occasion pour nous de disséquer l'institution militaire, auteur des coups d'État classiques ou atypiques, de mesurer son apport à la démocratie, ses rapports avec les autres organes constitutionnels et ses interactions avec les autres pouvoirs et contre-pouvoirs. Puisse-t-il, ce colloque, par des échanges fructueux, constituer un coup d'éclat intellectuel en réaction au coup d'État militaire. Le thème choisi pour ce colloque est une interpellation de l'ensemble des chercheurs pour poser la problématique de la construction de l'État en Afrique et des institutions, tout en fournissant des éclairages à travers le droit constitutionnel, selon le recteur de l'université d'Ottawa. Ces dernières années, la résurgence des coups d'État en Afrique constitue de réelles préoccupations. Devant ces constats, quelques interrogations peuvent être aussi adressées. Les bouleversements des ordres constitutionnels en Afrique sont-ils l'expression d'un déficit de gouvernance à la fois politique et sociale? Un déficit traduit par l'échec des politiques publiques à répondre aux aspirations sociales? Les constitutions reflètent-elles véritablement les aspirations des peuples? Pourquoi les bouleversements constitutionnels sont-ils plus prononcés en Afrique de l'Ouest? Cette interrogation, la Fondation Hans Seidel la partage avec l'ANDC. Elle a assuré son soutien à la vulgarisation des conclusions qui en sortiront de cette rencontre. L'ordre mondial en panne et ses instruments de régulation visant le mieux vivre ensemble que représentent les institutions internationales et sous-régionales telles que les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO agonise sous le poids d'une crise de maturité. Je vous invite par conséquent à une lecture saine et objective de l'intelligence des situations indispensable pour mieux comprendre les enjeux de la gouvernance mondiale et des États africains face au déclin de la gouvernance démocratique et à la survenance des coups d'État. Durant les 3 jours que prendra cette 3e édition des journées scientifiques de droit constitutionnel, plusieurs thèmes seront abordés, à savoir les causes profondes de l'instabilité institutionnelle en Afrique, les limites des expériences démocratiques et les pistes de solutions.
C'est dans une ambiance de circonstances que s'est déroulé au palais du 29 juillet de Niamey le 20e anniversaire couplé à la prestation de serment des étudiants en fin de cycle à l'Institut pratique de santé publique IPSP. L'occasion saisie par le promoteur de l'IPSP de saluer les résultats honorables enregistrés de l'année académique écoulée. Les moments forts dans ce reportage signé Suleiman Ousmane et Ibrahim Idi. Par cette cérémonie solennelle et pleine d'émotions, l'Institut pratique de santé publique IPSP célèbre ses 20 ans d'existence couplée à la réussite de ses nouveaux diplômés qui ont passé avec brio l'examen unique de certification en santé. L'occasion pour le directeur fondateur de brosser les progrès réalisés au cours de ces 20 ans de création, tout en se réjouissant des résultats obtenus pour l'édition 2022 de l'examen unique de certification en santé avec un taux pour Niamey de réussite de 75,94%. L'IPSP, c'est aussi 20 ans d'excellence, 20 ans de formation de qualité, 20 ans de perfection, 20 ans d'innovation. En 20 ans, nos enseignants et les encadreurs sur le terrain ont fait preuve de professionnalisme. Pendant 20 ans, les élèves et étudiants de l'IPSP ont porté haut le flambeau de l'école et font toujours la différence partout où ils se trouvent dans les 14 pays dont ils sont originaires. S'agissant de l'examen de certification 2022, l'IPSP à travers le Niger a fait un pourcentage de presque 80%. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de son côté, a salué la qualité de l'enseignement supérieur dispensé à l'IPSP et réaffirme l'accompagnement de son ministère aux côtés de cet institut. Je salue tous les promoteurs qui accompagnent la mise en œuvre de l'enseignement supérieur. Ce que nous attendons de vous, c'est surtout la qualité dans l'enseignement. Et pour parvenir à la qualité, vous avez à mes côtés le directeur de l'enseignement supérieur privé qui est toujours disposé à accompagner les établissements. Cette cérémonie a été une occasion inoubliable pour les étudiants et les parents pour enfin voir le fruit de leurs efforts et de leurs sacrifices. C'est également une occasion pour les professeurs et toute l'équipe de dire au revoir aux étudiants qui, au fil des années, sont devenus plus que de simples étudiants et d'encourager les futurs diplômés de l'Institut. Aussi, au cours de cette cérémonie des 20 ans de l'Institut, des personnels de l'administration et enseignantes ont été récompensés à travers des témoignages officiels de satisfaction. Les meilleurs étudiants ont été également primés par l'Institut à travers plusieurs cadeaux, suivis de la prestation de serment des diplômés. L'événement a été couronné par la remise d'un cadeau au directeur fondateur par ses épouses, une façon pour elles de témoigner leur amour à vie à leur mari, Sandamaïga Abdoulaye. Plusieurs invités, amis et connaissances ont assisté à l'hôtel Radisson Blu de Niamey au 18e assise du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, REMAO. C'était hier après-midi sous le thème « Rôle des étudiants en sciences de la santé de l'Afrique de l'Ouest dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle ». Le point avec Samira Issa et Rabi Lop. C'est avec l'hymne national du Niger et de celui du REMAO qu'ont débuté les 18e assises du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette année, la thématique retenue est « Rôle des étudiants en sciences de la santé de l'Afrique de l'Ouest dans l'atteinte de la couverture sanitaire ». La santé n'a pas de prix, a-t-on l'habitude de le dire, mais la santé a un coût, et cela est bien réel. L'Afrique est l'un des continents les plus pauvres du monde. Les habitants survivent le plus souvent avec le minimum vital et sont à la croix et à la bannière pour s'assurer de leur santé quotidienne et leur pénitence quotidienne, ainsi que celle de leur famille. Lorsque la maladie survient, ils n'ont pas bien souvent les moyens pour honorer les ordonnances ou les gestes d'intervention nécessaires. Avec l'insécurité de la sous-région grandissante, notamment avec le terrorisme, les populations sont mis face à la terreur chez eux, ne pouvant travailler, ne pouvant subvenir à leurs besoins
Nous pouvons vivre dans des conditions qui sont décentes et humaines. Présent à l'activité, le représentant du doyen de la faculté de médecine Abdelmoumouni de Niamey ainsi que la représentante du ministre de la Santé publique ont félicité et encouragé les membres du réseau pour l'accomplissement de leurs objectifs. Quant au vice-président de l'Assemblée nationale, il a souligné l'importance de la création du réseau tout en souhaitant la bienvenue aux différentes délégations des pays présents. Ces 18e assises qui se tiendront à Niamey du 24 au 31 octobre 2022 interviendront dans un contexte d'insécurité grandissant au Sahel, avec toutes ses conséquences dont, entre autres, le déplacement des populations rendant difficile l'accessibilité aux formations sanitaires. D'où la pertinence du thème fédérateur intitulé Créé en 1997 à Ouagadougou, le REMAO regroupe à son sein 10 000 membres des différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui œuvrent pour la promotion des échanges scientifiques, culturels et sportifs entre États. On est ensemble, c'est un projet qui vise le renforcement du savoir-faire des jeunes leaders financé par l'USAID, exécuté par le consortium d'ONG Search for Common Ground. Ce matin à Tillabéri s'est organisée une conférence dénommée Matassa Guindey, une façon d'enregistrer les propositions des jeunes leaders et quels bénéfices on tiré de la mise en œuvre du projet. Boubacar Amadou et Lukoga pour les détails. À travers cette conférence dénommée Matassa Guindey, autrement dit la voix des jeunes, sur le financement de l'USAID, le consortium d'ONG Search for Common Ground, Comdev et Berendi donnent la voix aux jeunes leaders des communes bénéficiaires du projet. On est ensemble à témoigner du changement que le projet a apporté dans leur vie. À travers le projet On est ensemble, ces jeunes leaders ont bénéficié d'un processus de renforcement des capacités qui leur a permis non seulement d'acquérir des compétences sur le plan du vivre ensemble et du savoir-faire, mais aussi sur le plan de leur propre autonomisation économique. Ces connaissances et compétences acquises tout au long du projet ont permis aux jeunes leaders des communes Siho d'être résilients et forts face aux défis communautaires. C'est conscient de leur potentiel que ces jeunes leaders veulent partager leurs histoires de succès avec leurs pairs jeunes, d'où la conférence Matassa Guindey. Cette conférence a pour objectif de permettre aux jeunes leaders de partager leur histoire de vie inspirante afin d'inciter d'autres jeunes à croire en leur capacité à surmonter les défis et obstacles de la vie qu'ils jugent insurmontables. Cette conférence rentre dans le cadre des activités de la deuxième phase du projet On est ensemble mise en œuvre dans les communes de Bani Bangou, Abala, Ayerou, Bankilare, Kolo, Saï et Sanam et qui vise à renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et promouvoir la stabilité à long terme dans la région de Tillabéri. En procédant à l'ouverture de cette conférence qui a réuni autour des jeunes leaders les autorités administratives, municipales et coutumières des communes d'intervention du projet, le gouverneur de la région de Tillabéri a salué cette initiative avant d'inviter les jeunes à œuvrer pour la paix. Vous jeunes, c'est l'avenir du pays appartient à vous. Le pays c'est pour vous et vous devrez vous investir. Le thème principal de votre rencontre, c'est bien compris que ça porte sur la radicalisation des jeunes. La radicalisation, c'est un fil. Pour moi, c'est un fil. On peut passer tout de suite de la non-radicalisation à la radicalisation. Tout ce que vous pouvez imaginer de personnes radicales ou de tendance à aller l'extrémisme religieux violent, je l'ai vécu intérieurement. Et j'en sais quelque chose. Je sais que c'est vraiment un fil. Mais je vous encourage à vous battre pour la paix. Je vous encourage à continuer à sensibiliser les jeunes contre ce phénomène. C'est
notre devoir en tant qu'autorité d'appeler les jeunes à rester dans une situation stable, à rester pour la paix. Au cours de cette conférence, plusieurs jeunes leaders ont témoigné du bénéfice qu'ils ont tiré de la mise en œuvre du projet On est ensemble. Changement de comportement et de mentalité vis-à-vis de la communauté. Bref, le projet On est ensemble a apporté aux jeunes des communes d'intervention de contribuer significativement au développement social et économique de la communauté. Actu sur le web, c'est chaque mercredi avec Balima Brema. Balima, bonsoir. Bonsoir chers Fatou, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 26 octobre 2022. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement est connu selon le Faso.net. Le gouvernement de Maître Apollinaire Keliem Tambede Tambela a été dévoilé dans la soirée de ce mardi 25 octobre 2022. Nommé par le président de la transition burkinabé le 21 octobre 2022, le chef de gouvernement a mis 4 jours pour composer son gouvernement. C'est un gouvernement rétréci de 20 ministres et de 3 ministres délégués. Dans ce gouvernement, il y a des départs comme des entrées. On note 16 nouveaux ministres et 4 anciens. Parmi les ministres qui ont été reconduits à leur poste, on note les ministres en charge de la fonction publique, Bassolma Bazier, des affaires étrangères, Olivier Rouamba, de l'hygiène publique et de la santé, Jean-Claude Kargougou, et de la transition digitale, Aminata Sambane. Selon le pays.fr, c'est un dégraissage pour aller plus vite. Selon le site, on espère que les Burkinabés qui rêvaient d'un État frugal se satisferont peut-être de ce gouvernement léger et compact de 23 membres dont la composition a été rendue publique la nuit dernière. Pas d'armée mexicaine dans ce premier exécutif de la deuxième transition militaire puisqu'il ne compte que 20 ministres de plein exercice et 3 ministres délégués. Tous ces serviteurs de l'État ont été choisis probablement pour leur qualité et pour leur expérience en rapport avec les ports de leur portefeuille, et tout porte à croire que cette nouvelle équipe, qui est arrimée aux priorités du chef de l'État, va aller vite et bien selon le site lepays.bf. Tout en évitant le concert des couacs dont le gouvernement précédent est le champion du monde en titre, le fer de lance de cette lutte sans merci contre les lourdeurs administratives sera le ministre de la fonction publique Bassolma Bazier, l'un des serviteurs parmi les naufragés du radeau de Paul-Henri Tadaogo Bamiba, a été intégré dans la nouvelle équipe avec en sus une prééminence protocolaire qui lui confère le prestigieux titre gouvernemental de ministre d'État. Olivia Rouamba, rebelote, elle aussi aux affaires étrangères, de même que Jean-Claude Kargougou à la santé et Aminata Zerbo Saban, qui conserve son marocain de poste et de télécommunications électroniques. Cela dit, resserrer c'est bien, mais on ne se lassera jamais de le dire, avoir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et encore mieux. En examinant, poursuit le site lepays.mbf, à la loupe le gouvernement Keliem 1, on peut faire quelques constats qui ne manqueront pas les jours à venir, de soulever des vagues et de susciter des débats. D'abord, on peut faire le constat qu'il n'y a pas eu véritablement de casse comme on pouvait le redouter, d'autant que les ministres qu'on croyait déjà sur le gris ont été maintenus à leur poste, conclut le site lepays.bf. Pendant ce temps, les terroristes endeuillent le pays selon actuniger.com. 18 terroristes ont été neutralisés et 10 soldats tués ce lundi 24 octobre 2022 dans l'attaque terroriste qui a visé la base du 14e régiment interarmes de Djibo. Ville bloquée par les terroristes depuis plusieurs mois et située à 200 km au nord de la capitale Ouagadougou. L'attaque a également fait une cinquantaine d'autres blessés parmi les soldats burkinabés qui ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi, venus en nombre important selon le communiqué de presse de la Direction de la communication et des relations publiques des forces armées burkinabées. Selon le communiqué du ministère de la Défense du Burkina Faso,
Le 14e régiment inter-am du Djibo a fait face, dans la matinée du 24 octobre, à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi, venus en nombre important. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Le chef d'état-major des armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les unités terrestres et aériennes pour leur réactivité et rassure l'opinion que toutes les mesures sont prises pour ramener la quiétude, conclut le communiqué du ministère burkinabé de la Défense, repris par actuniger.com. RFI.fr nous apprend que le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, veut réconcilier la Russie et l'Ukraine. C'est un ambassadeur de dialogue entre deux frères, l'Ukraine et la Russie, que le président bisso-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, s'est présenté mardi au Kremlin. Reçu pendant près de 2 heures par Vladimir Poutine, l'actuel chef de la CEDEAO a d'abord dévissé sur les liens passés entre l'Union soviétique et la Guinée-Bissau, parlant de la Russie comme d'un partenaire indéfectible. L'hypothèse d'un achat de frégates et d'hélicoptères militaires russes a également été abordée selon diverses agences de presse. Mais avant de se rendre en Ukraine, ce mercredi, Embalo a surtout martelé la priorité pour les pays africains de chercher la paix entre Moscou et Kiev, en demandant toutefois à son homologue russe d'y œuvrer lui-même. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de trouver une solution à la crise de l'export de grains et des engrais qui pénalise le monde entier et l'Afrique en particulier. De son côté, le président russe, tout sourire, a salué les presque 55 ans de relations diplomatiques entre les deux pays en assurant la volonté russe d'augmenter encore les échanges commerciaux entre la Russie et la CEDEAO. Et alors qu'un forum russo-africain se tenait dans le même temps dans une prestigieuse université moscovite, Poutine continue de faire de l'opération de séduction russe en Afrique une priorité. La Russie doit d'ailleurs organiser son prochain sommet Russie-Afrique, le second après celui de 2019 au mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Merci également Balma pour tous ces détails. Merci Chéri Fatou, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonne soirée à tous. Au revoir.